Ouais. Voilà. C'est Vincent, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit webinaire sur le sujet de l'hypertrophie, qui est un sujet qui est extrêmement vaste. Donc, on ne pourra pas tout aborder en une heure, bien sûr. Comme je sais que les niveaux sont très disparates parmi vous, je vais essayer dans ce webinaire en même temps d'être suffisamment divertissant pour ceux qui se connaissent très bien et suffisamment simple et pédagogue pour ceux qui sont plus néophytes. Donc, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Tchouk. Juste Vincent, une petite Ouais, précision. Posez vos questions dans la barre de discussion et en fonction du volume de discussion, soit on fera un petit break au bout de 20 minutes pour que tu puisses répondre aux questions, Vincent, ouais, bien sûr. et sinon on fera la demi-heure et on prévoira un temps, donc 2 ou 3 temps de pause pour poser les questions. Voilà, c'est à toi. Donc, je disais, imaginez que votre muscle, c'est comme un paquebot, et la cellule musculaire qui se trouve dans ce paquebot, euh, elle est composée d'une salle des machines. Donc, la salle des machines, ça va être le sarcoplasme, où il y a tout un tas de choses qui se passent. Il reçoit des ordres, le sarcoplasme, donc la salle des machines du paquebot, donc, du capitaine. Les ordres du capitaine, ça vient des synapses neuromusculaires. Et la salle des machines reçoit également des ressources, notamment donc, par les capillaires sanguins. Et ces ressources permettent notamment d'alimenter les fourneaux de la salle des machines. Les fourneaux, c'est quoi? C'est les mitochondries de la cellule musculaire. Alors, dans cette salle des machines, vous avez des officiers qui gueulent sur les ouvriers et sur les marins pour synchroniser l'ensemble. Ces officiers, c'est dans la cellule musculaire des noyaux. Et ils sont plusieurs. Ça a une particularité des cellules musculaires qui possèdent plusieurs noyaux. Ensuite, vous avez bien entendu la myofibrille avec donc les sarcomères donc qui en fait concentrent le cœur de de ce webinaire et comment les faire grossir. Donc, ces sarcomères, c'est celles qui vont demander le plus de protéines pour leur construction. Et Attends, juste vous avez... Vincent, il y a Sofiane qui me dit que l'écran n'est pas partagé. Ah, Est-ce qu'il y a que Sofiane ou est-ce que parce que moi je le vois bien alors Pierruc qui est derrière moi là aussi l'écran donc Ouais, je je vois bien. ouais. c'est bon? Alors, je pense que c'est Sofiane. Voilà. Il n'a pas dû payer son forfait téléphonique. Euh, Excuse-nous. Non, je suis sur l'iPad, mais je vois que le beau visage de Vincent et tous ses poids derrière, mais j'imagine il y a quelque chose qui est partagé à l'écran, normalement. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est bon. Ok. J'ai quelqu'un d'autre Non, qui est c'est de mon côté alors. sur Mac et Ouais, ça marche ça, c'est aussi. Sofiane. Ok. C'est moi. Bon, C'est toujours moi le problème. C'est toi qui l'as dit? Je vais enlever et je vais revenir dessus. Ok, à tout de suite. Bah, tout de suite. Donc, je reprends. Donc, dans cette salle des machines, vous avez toutes ces choses-là. Et il y a également tout un tas de choses supplémentaires qui sont très utiles dans une cellule musculaire, sur lequel je ne vais pas passer du temps parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup d'organites différents dans une cellule, c'est très compliqué tout ça. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que d'un muscle à l'autre, les fibres musculaires peuvent être rapides ou lentes. On parle de fibres de type 1 ou de fibres de type 2A, voire de fibres de type 2X. Plus une manière de distinguer une fibre lente d'une fibre rapide, c'est la quantité de mitochondries qu'elle possède. Plus une fibre sera lente, donc possédera des mitochondries, plus elle sera capable de durer dans le temps sur un effort, tandis qu'une fibre rapide qui possédera peu de mitochondries, à l'inverse, aura des qualités contractiles plus importantes et donc du coup pourra, à l'échelle du muscle, développer plus de force. Et il y a des choses qui sont intéressantes. On peut opposer du coup ces types de fibres au nombre et à la qualité, par exemple, des capillaires sanguins. En général, il y a plus de capillaires sanguins. Plus vous êtes plus vous avez plus votre fibre est de type 1, plus il y a de capillaires sanguins. À l'inverse, plus vous êtes sur des fibres de type 2A ou 2X, plus il y a de synapses et de connexions neuromusculaires qui vont se connecter à à la fibre. Et il y a également le volume sarcoplasmique qui est légèrement plus important pour les fibres type 2. Une chose aussi à dire à propos des fibres type 1 et de type 2, on a tendance à faire le distinguo
parce que c'est plus simple pour l'enseignement et pour la représentation. Il faut bien comprendre que aucune fibre musculaire, pardon, aucun muscle ne contient que l'un ou que l'autre. C'est toujours un espèce de mélange inhomogène avec des proportions plus ou moins importantes de fibres lentes et de fibres rapides. Alors, je prends un exemple. Quand on est vraiment à l'extrême à gauche, donc avec des fibres type 2 dans tout le corps, on va être par exemple comme Lou Janjun, qui a été plusieurs fois champion olympique d'haltérophilie. C'est un gars qui mesure 1,80 m pour 77 kilos environ, et qui est capable d'arracher 175 kilos lorsqu'il était à son meilleur. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent, hein. À l'inverse, C'est pas. à l'autre bout du spectre, vous allez avoir par exemple Sam Laidlow, qui a gagné cette année les championnats du monde de triathlon et dont le gabarit est le suivant, à peu près 1,89 m pour 75 kilos. D'accord. Donc ça, c'est les deux extrêmes du spectre. Et c'est un fake. Et Et c'est un puis, dessin. ah, Et vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Non, pas possible. ah, coupez vos micros. Sinon, je vais le faire. Ouais. Et entre les deux, vous avez des athlètes hybrides, comme par exemple les crossfitters, où là j'ai pris en exemple Claire Tiatoumi, qui a gagné 6 fois les championnats du monde de crossfit. Bon, je commence gentiment hein, pour l'instant. On peut regarder, se concentrer sur le volume sarcoplasmique et cette fois l'opposer à l'entraînement. Quand vous vous entraînez, vous allez augmenter progressivement le volume sarcoplasmique des fibres de type 1 comme celle des fibres de type 2. Alors, la question de la variation de ce volume, dans les articles scientifiques, en général, elle est considérée entre 5 et 20%. Quand on monte à 20%, en fait, quand on va au-delà de 10% d'augmentation de la taille de la fibre, c'est surtout à cause du pump local lié à l'entraînement, mais la fibre elle-même, en général, lorsqu'elle redescend, lorsqu'elle est moins vascularisée, c'est en général pas plus de 5 à 10% max. Et lorsqu'on atteint donc cette augmentation critique de 5 à 10%, il y a une rechute avec la création d'un nouveau noyau dans la cellule musculaire. Or, comme on considère que le volume sarcoplasmique est calculé au rapport du nombre de noyaux, forcément, il ne peut pas y avoir de variation de plus de 5-10% dans vos cellules musculaires. Et au fur et à mesure que l'entraînement, ces cycles se répètent. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, par construction, l'entraînement pour l'hypertrophie sarcoplasmique n'existe pas, puisque c'est une variation de volume de 5 à 10% à chaque fois, et qu'à chaque fois que le volume augmente trop, poum, il y a un nouveau noyau qui se crée. Et ce que j'ai dit, c'est aussi valable du coup pour le volume des myofibrilles, donc c'est pas le même pourcentage, mais peu importe. Ça signifie que ce n'est pas le cas, il n'est pas non plus possible d'augmenter seulement l'hypertrophie myofibrillaire, c'est-à-dire seulement se concentrer sur les fibres à l'entraînement. Donc, je passe là-dessus, mais c'est juste par cette explication simple, vous comprenez bien que on ne peut pas entraîner seulement le volume ou seulement les fibres. On monte en même temps. Juste une petite chose assez rigolote, Liu Jianjun et Sam Laidlow ont à peu près les mêmes gabarits, en le sens où ils ont le même poids. Si on admet qu'ils ont la même masse musculaire, ce qui n'est pas du tout le cas, mais en admettant que ce soit le cas, on peut se poser la question pardon, on peut se poser la question suivante, ont-ils le même nombre de cellules musculaires? Bon, la réponse est non, pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Alors, pourquoi semble-t-il si différent? Donc, dans le cas de Lu Jianjun, il a un volume sarcoplasmique qui est légèrement plus important à cause notamment des stéroïdes et aussi des fibres de type 2, parce il n'est pas nati, hein, c'est-à-dire qu'il prend des produits malheureusement. Enfin, c'est certain. Et le fait aussi qu'il est plus petit et de gabarit, de taille, de poids, pardon, identique. Concernant Sam Laidlow, il a un volume sarcoplasmique qui est légèrement plus faible, puisqu'il a des fibres de type 1, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Il a probablement un peu plus de masse grasse pour maximiser sa bêta-oxydation mitochondriale, c'est-à-dire l'utilisation des graisses par les mitochondries dans les cellules. Ça, c'est un autre sujet. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout avoir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir en même temps les qualités physiques de Lu Jianjun, en oubliant les produits dopants, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas non plus avoir les qualités physiques de Sam Laidlow en même temps, les qualités d'endurance et les qualités de force? Le truc, c'est que vos cellules ne peuvent pas recevoir en quantité infinie à la fois l'oxygène et les nutriments qui lui sont amenés. Donc les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux et d'autres éléments. Donc, elle va devoir faire des choix, notamment une allocation parcimonieuse de ses ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un arbitrage des ressources pour la construction soit plutôt des mitochondries, soit plutôt des myofibrilles. Soit l'un,
soit l'autre, ou alors les deux, mais de manière beaucoup plus modérée. Ce qui est intéressant, c'est que la signalisation biochimique va venir moduler l'arbitrage de la cellule en fonction des stimuli de l'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas de la fabrication des mitochondries, ça va plutôt être l'AMPK, une protéine dont je vais reparler un peu plus tard, qui va être très utilisée dans la cellule. Et quand il s'agit des myofibrilles, va être plutôt être, pardon, je vais y arriver, la protéine mTOR-C1, le complexe mTOR-C1, dont je vais reparler également juste après. Donc, comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais devoir faire une version très abrégée de la biochimie de la contraction musculaire et de ce qui se passe dans les cellules. Donc, pour vous raconter ce qui va se passer, j'ai besoin que vous compreniez trois prérequis. Premier prérequis très simple, imaginez que ce petit chien crevé, c'est l'adénosine. On l'appelle comme ça. Et le café, c'est un phosphate. Si vous prenez trois phosphates avec l'adénosine, le petit chien crevé, il devient l'ATP. Il est super content et il est prêt à jouer. Deuxième prérequis, la créatine C. J'ai pris Wolverine, une Jackman, donc là il est stressé, il est anxieux. Mais pareil, si vous lui donnez un phosphate, un café, ça vous donne de la phosphocréatine, CP. Et donc là, vous voyez à sa tête, il est très heureux. Bon, ça, c'est les deux premiers prérequis que j'ai besoin que vous compreniez. Le dernier prérequis que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que la mitochondrie dans la cellule, c'est, dans mon analogie, la coffee shop, la cafétéria. C'est là où les Wolverines, qui sont en manque de café, vont récupérer du café et devenir la phosphocréatine, du CP. Et là, tout le monde est content, partout. Bon, très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe lors d'une contraction musculaire? Votre ATP va se décomposer en ADP. Donc, c'est également un chien avec seulement, cette fois, deux cafés. Il y a un café qui a été utilisé. Il y a un déchet métabolique, ce qu'on appelle un PI, un phosphate inorganique, mais ça, on s'en fiche. La question maintenant, une fois que la contraction musculaire est effectuée, c'est comment est-ce qu'on recycle l'ADP en ATP pour avoir à nouveau de quoi se contracter le muscle. Vous avez plusieurs options. La première, c'est que son maître, donc Hugh Jackman, l'ACP, lui donne un café. Mais s'il fait ça, lui-même, il le perd, son phosphate, et donc il est à nouveau anxieux et il va devoir se barrer dans la mitochondrie pour récupérer du café à nouveau. Bon, très bien. La seconde option qui est possible, c'est que le chien dépressif, donc l'ADP là, qui n'a plus que deux cafés, il rencontre un autre chien dans la même situation. Et ce que va faire ce second chien, donc ce second ATP, c'est qu'il va se sacrifier, entre guillemets, en donnant un des deux cafés qui lui restait à l'autre chien qui en possède deux pour reformer de l'ATP, qui lui en a trois. Sauf que s'il fait ça, l'ADP va du coup se décomposer en AMP. Donc c'est un chien avec plus qu'un seul café. Donc il est vraiment fatigué, lui, pour le coup. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus l'effort se prolonge, plus il y a de contraction. Et donc, moins il y a de phosphocréatine, de CP, dans le cytoplasme cellulaire, et donc plus il y a d'AMP, le petit chien dépressif. Maintenant, dans la cellule, il y a des espèces de piscines à balles qu'on appelle des réserves d'AMPK inactives. Et lorsqu'il y a beaucoup d'AMP, ils vont aller dans la piscine à balles pour se réconforter. Et ça va activer l'AMPK. On appelle ça de l'AMPK active. Cet AMPK est un messager qui nous dit les choses suivantes. D'abord, il y a trop d'AMP dans le cytoplasme, il y a trop de chiens dépressifs. Second point, ça veut dire que l'ATP n'est pas reformé suffisamment vite, malgré le sacrifice de l'ADP en AMP. Ensuite, ça signifie les CP, donc les maîtres, les Hugh Jackman, là, la phosphocréatine, ne sont pas assez nombreux dans la cellule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de créatine qui sont allés prendre un café à la cafétéria, c'est-à-dire un phosphate dans la mitochondrie. Parce que les mitochondries ne sont pas soit assez efficientes, soit pas assez nombreuses. C'est la conséquence, hein. Ou alors aussi parce que le réseau d'autoroutes qui amène les ressources à la cellule n'est pas suffisamment développé, qu'il n'y a pas assez de capillaires sanguins. Ces messages, euh, dans la cellule, en fait, ils sont interprétés sous forme de ratio. En fait, en biochimie, ce qui intéresse les gens, c'est le ratio AMP sur ATP. Donc le ratio de chien dépressif sur le chien super heureux. L'AMPK, en fonction de ce ratio, va produire plusieurs choses différentes. Si le ratio d'AMP sur ATP augmente,
Alors, la MPK va accroître la captation du glucose, la glycolyse, la glycogénolyse, l'oxydation des acides gras, la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries dans la cellule, ainsi que l'autophagie cellulaire, qui est un mécanisme de régulation de recyclage dans la cellule. Bon. À l'inverse, si le ratio AMP sur ATP va décroître, alors l'AMP va freiner l'anéoglucogénèse, la synthèse du glycogène, la synthèse protéique, ainsi que la synthèse des acides gras. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez garder en mémoire pour plus tard. Le truc, c'est que quand vous avez la MP qui est produite, vous avez les ouvriers de la cellule qui vont se mettre au boulot, notamment les ribosomes et les lysosomes, qui sont les ouvriers. Je vous donne juste les noms, mais c'est pas très important que vous vous rappeliez ces noms-là. Et donc, plus la dépravation d'ATP dans la cellule sera longue, donc des séries longues en musculation, ou alors de la zone 2, c'est-à-dire de la zone de la basse densité sur les entraînements cardiovasculaires, et plus le signal de construction de nouvelles mitochondries et de capillaires sanguins sera fort. Alors, si ça se passe bien, vous avez plein de mitochondries qui vont se former. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que le stress métabolique, c'est l'un des trois piliers fondamentaux de l'hypertrophie. Si vous ne stressez pas métaboliquement vos cellules et que vous ne les confrontez pas à des efforts suffisamment longs, même si c'est de la basse densité, que ce soit en endurance, en musculation ou en basse densité en cardio, vous ne pourrez pas maximiser votre hypertrophie. Ça, c'est un des trois premiers piliers. Alors, juste un petit mot concernant la zone 2 et de manière générale les mécanismes du système cardiovasculaire. Si vous ne connaissez pas Sean Seal de la chaîne Upside Strength, je vous conseille de regarder ses chaînes YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et il a beaucoup de contenu de qualité, donc je vous le recommande vivement si vous voulez approfondir le sujet. Bon, à présent, on va parler de mTOR-C1. mTOR-C1, imaginez que la cellule, c'est une ville. Dans ce cadre, mTOR-C1, c'est le maire bling-bling qui fait plus de promesses qu'il ne peut tenir. Alors, si il a les pleins pouvoirs et qu'il est actif, mTOR-C1, donc le maire, il va d'abord faire stopper le recyclage dans la ville. Hein, il en a marre de ces bêtises. Il va demander aux ouvriers qui sont responsables du recyclage de stopper leur activité pour concentrer leur énergie ailleurs. Où est-ce qu'ils vont dépenser cette énergie? Bah, dans la construction, donc la synthèse protéique, dans la synthèse glucidique et lipidique, pour faire des réserves, et les utiliser également. Et également dans un truc qui s'appelle le cycle des purinucléotides et d'autres métabolismes qui sont très utiles en fait pour fournir des métabolites, donc des molécules chimiques Hein? qui vont être utiles au cycle de Krebs dans la cellule, Non. pour le renouvellement de l'ADP en ATP. Bref, la création de ces Ouais. le fait de booster ces cycles Oui, je moléculaires va comprends. permettre de maximiser le métabolisme cellulaire. Et il y a un autre point intéressant, ça concerne les mitochondries. Donc les mitochondries, quand c'est la MPK qui domine, elles vont augmenter leur nombre, mais quand c'est mTOR qui domine, elles ne vont pas augmenter leur nombre. Le mTOR-C1, donc le maire, lui, il ne veut pas perdre du temps et l'énergie à construire plus de mitochondries, il veut plus de rentabilité. Donc il va demander aux mitochondries d'être plus rentables. Bon, alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi mTOR-C1 fait dépenser sans compter à la cellule? Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un espèce de merde bling-bling qui dépense un max, qui fait dépenser un max. La raison, c'est parce que son banquier, qui s'appelle AKT, lui dit oui, tout en retenant les agents du fisc. Je vais vous parler rapidement quand même des agents du fisc pour que vous compreniez les mécanismes de régulation dans la cellule. Il y a quatre types d'agents du fisc dans la cellule, dans mon analogie. D'abord, vous avez un truc qui s'appelle TSC1-2, qui est un inhibiteur direct d'mTOR. Donc là, j'ai pris Batman. Si TSC1 tombe directement sur mTOR, il l'inhibe directement. Il lui casse la gueule, littéralement. Un autre, ça va être FOXO, qui bloque les gènes de prolifération. Autrement dit, dans la ville, c'est lui qui a les plans et qui autorise, qui fait les signatures pour lancer les constructions. S'il n'y a pas de signature, rien n'est lancé. Vous avez aussi un truc qui s'appelle AS160. Alors, je suis vraiment désolé pour les noms, mais c'est pas moi qui les invente. Elle bloque les transporteurs de GLUT4, qui sont les transporteurs du glycogène dans les cellules. Donc, en gros, dans votre ville, ça va être elle qui va bloquer les transports. Et enfin, vous avez GSK3 qui bloque la synthèse du glycogène dans la cellule. Donc, lui, il va venir directement bloquer les usines de fabrication. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi AKT est-il si généreux avec son débiteur? Il y a deux signaux forts qui l'expliquent.
Le premier signal, c'est, de manière générale, les tensions musculaires et les lésions musculaires. Les tensions musculaires dans vos cellules vont activer un truc qui s'appelle MGF pour Mechano Growth Factor, et qui va venir stimuler AKT, qui va dire du coup à mTOR, vas-y, tu peux dépenser l'énergie parce qu'il faut reconstruire du muscle, il faut construire du muscle, il faut probablement réparer des lésions qui ont été créées. Il y a une seconde molécule qui est un peu moins connue, mais qui est très utile aussi, qui s'appelle... ah oui, pardon, excusez-moi. Les mécanograph factors, ils apparaissent dans les cellules satellites, qui sont les cellules souches des muscles, ainsi que dans les myocytes eux-mêmes. Et oui, le second messager, concernant le premier signal, c'est les acides phosphoadiques, qui peuvent traverser la membrane cellulaire et venir d'ailleurs, et qui sont souvent en fait cachés dans les membranes des cellules, et qui, sous la contrainte mécanique, en fait, vont naturellement se libérer et se diffuser. Et ils ont tout un tas de rôles de régulation dans la cellule dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Bref, ce que vous devez comprendre, c'est que la tension mécanique, du coup, est le deuxième pilier de l'hypertrophie. Si vous ne mettez pas assez de tension mécanique à l'entraînement, et si vous ne pourrez pas maximiser votre hypertrophie. Ça, c'est le second pilier. Le premier pilier était le stress métabolique. Donc là, vous avez déjà deux piliers sur les trois. Il faut stresser métaboliquement vos cellules pour créer l'hypertrophie et il faut mettre de la tension mécanique, une tension mécanique suffisante. Bon. Continuons. Le second signal. Vous avez un truc qui s'appelle IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor 1. Donc, cette chose, en fait, est dépendante de l'absorption du glucose, essentiellement, et des protéines dans votre corps. Et c'est tellement important qu'il existe 8 types de récepteurs différents juste pour lui. C'est énorme à l'échelle cellulaire. Imaginez que pour la plupart des molécules, il existe des récepteurs uniques sur vos cellules. Et bien, juste pour lui, il y en a 8 de nature différente qui ont toutes des implications différentes dans vos cellules. De manière générale, au cours de l'évolution, plus un système vivant est grand et gros, hein, plus il va avoir de récepteurs à l'insuline pour pouvoir s'adapter rapidement parce que les cellules sont beaucoup plus en demande d'énergie. Et en l'occurrence, d'ailleurs, pour IGF-1, AKT est d'ailleurs son premier fan. Il est C'est ça, primairement, il est tout d'abord, c'est ça pardon. qui nous a demandé de le regarder. Ah, est-ce que tu peux couper Bessigné? En direct, chérie. J'essaie de le trouver, mais j'arrive pas à le trouver. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc AKT est d'abord stimulé par Super, IGF-1. une bonne à peine une demi-heure. Ensuite, il y a un second facteur, c'est la leucine, qui est un acide aminé, qui est également très important, et ça, je vais en parler un peu après. Tout ça pour dire que le troisième et dernier pilier de l'hypertrophie, c'est l'apport en nutriments. Si vous vous entraînez correctement, si vous stressez métaboliquement vos cellules, si vous mettez de la tension mécanique, mais que vous n'avez pas un apport en nutriments nécessaire, vous n'allez pas non plus euh, gagner de la masse musculaire si vous n'apportez pas ces nutriments. Donc, je résume. À l'échelle cellulaire, vous avez le stress métabolique qui va stimuler principalement MPK. Vous avez la tension mécanique qui va stimuler principalement mTORC1 et vous avez l'apport en nutriments qui est le support essentiel à la construction musculaire. Ça, c'est les trois piliers de l'hypertrophie à l'échelle cellulaire. Le truc, c'est qu'il y a également des piliers à l'échelle tissulaire et à l'échelle humaine, qui forcément sont un peu différents. Alors, à mon sens, à l'échelle tissulaire, ça va être périodisé, pour l'équivalent du stress métabolique, ça va être périodiser l'effort pour laisser le temps aux adaptations de se faire. Il faudrait parler de surcompensation et ces choses-là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'est un point qui est important. Concernant la tension mécanique, ça va, pour moi, vouloir dire avoir des tendons et des articulations qui s'adaptent sans douleur. Et concernant l'apport en nutriments, ça veut dire avoir un système digestif en bonne santé pour pouvoir absorber les nutriments. Bon. À l'échelle humaine, l'équivalent du stress métabolique, c'est un volume et une fréquence qui sont progressives. À l'équivalent de la tension mécanique, ça va être une intensité des charges qui sera progressive. Et pour les nutriments, ça va être un bol alimentaire qui est adapté. Vous comprenez bien que chacun de ces sujets-là pourrait faire l'objet d'un webinaire de 2 heures chacun, au moins. Donc, je vous fais juste un résumé assez général de tout ceci. Et tous ces sujets, d'ailleurs, là, par exemple, la progressivité de l'entraînement, pour revenir à l'échelle humaine, c'est vraiment, par exemple, le sujet de Rudy Koya, il est très bon là-dessus. Il a déjà fait un webinaire sur le sujet, d'ailleurs, je vous recommande sur YouTube.
Et pour les autres sujets d'ailleurs, vous avez Didier Reyes ou Aurélien Broussal-Derval, et tous ces gens-là, ils seront présents à Nevers en avril 2024 pour discuter de tout ça. Donc c'était un petit teaser, un petit apéritif pour rappeler quand même que au symposium, on pourra discuter de tout ça beaucoup plus en profondeur que ce soir. Bon, donc là on a réussi le premier niveau. On va pouvoir passer au second niveau de la biochimie. Mais avant ça, peut-être que vous avez des questions, s'il y en a dans le chat, et donc je peux y répondre. Tu me dis, Pour, pour le David? moment, je vois pas de questions, mais peut-être que les gens peuvent les poser par rapport à ce que tu as abordé. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais continuer, je vais avancer sur un point qui, moi, m'est cher, Ah, si, à, si, à savoir attends, les j'en protéines ai, au service mais d'hypertrophie. Ouais, Sylvain en a, mais il les garde pour la fin. Ça ok. m'étonne pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui en ont ou pas? Pas de questions. Non, tu peux avancer, Vincent. Je Ah, vais vous parler. Oui. si, il y a une question, il y a une question. Donc, tu dis qu'il faudrait faire plus de stress métabolique que mécanique pour l'hypertrophie. Ah non, j'ai pas dit qu'il en fallait en faire plus, j'ai dit qu'il fallait en faire. Euh, la gestion, la planification de l'entraînement, le fait de devoir gérer la quantité de cardio que l'on fait par rapport à la quantité de musculation spécifique, ça c'est encore une autre problématique que j'aborde pas ce soir, mais qui est très importante également. Mais typiquement, quelqu'un qui ne fait que de la musculation ne va pas maximiser ses gains en hypertrophie parce que il n'aura pas assez de mitochondries pour son fonctionnement, pour maximiser son développement. C'est bon? Il y a Sylvain qui pose enfin une question. Il demande si de toute façon, c'est pas concomitant. Concomitant, comment ça? Eh ben, est-ce que ça se fait pas en même temps? Ben, si on veut maximiser le nombre de mitochondries, il faut faire de la basse intensité, donc c'est-à-dire faire des séries très très longues, ou alors faire du cardio de basse intensité. Quand on fait 1 heure de vélo, après, il faut avoir le temps ensuite de pouvoir faire, par exemple, des séries lourdes. Donc, c'est possible, mais en général, les gens n'ont pas le temps de faire 3 heures d'entraînement dans la même session. Quand Donc, tu dis, autant séparer. quand tu dis des séries longues, tu penses à du travail à 30-40% d'intensité du 1RM? Je ne sais pas si on peut le quantifier comme ça, je pense à des séries qui font au moins 30 répétitions. Ouais, donc c'est à peu près ça. Donc du coup, on s'approche de ce que faisait un petit peu Arnold avec le pumping. Ouais, ouais, oui, c'est ça, ouais. Mais je sais pas si dans le cas des bodybuilders avec les produits, je sais pas si ça change la donne un petit peu. Mais Oui, ouais, c'est mais c'est oui, ce c'est ce qu'on appelait quand on était qu'on nous apprenait en AQS, c'est qu'on appelait, nous, on nous parlait de l'hypertrophie mitochondriale. ben, les mitochondries ne grossissent pas, donc ça Non, n'a mais pas de sens, hein. c'était l'idée, c'est-à-dire qu'on augmentait le nombre de mitochondries Ah ouais, et qu'on améliorait euh, un petit peu leur fonctionnement. ouais. Voilà. Ça pour le coup, oui. Mais typiquement, c'est ce que font les crossfitters. Les crossfitters, bon, ils ont, par rapport à ça, la méthodologie, ils ont compris le truc. C'est-à-dire qu'ils font à la fois de la haute intensité et en même temps de la charge. Et Mm. ça maximise beaucoup le volume. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui explosent en termes de physique grâce au CrossFit. L'inconvénient, enfin, le mauvais côté du CrossFit, c'est la non-progressivité, qui est parfois liée au coach, parfois liée au fait que les athlètes ne veulent pas prendre le temps de la progressivité. Mais ça, c'est un autre sujet. Mm. Mais en général, par exemple, le CrossFit, où ils font des séries extrêmement longues, c'est un bon exemple de ça aussi. Ouais. Ouais. On a Alexandre qui dit donc orienté endurance de force ou force Hmm. d'endurance en fonction des Ouais. courants de pensée, mais oui, c'est tout à fait ça, hein. Ouais, et alterner avec d'autres sessions où on fait plus de la force Oui. classique. Voilà, c'est Ouais. ça. Sylvain donc, fait une petite référence à Sean, qu'on va retrouver un peu plus tard, je crois. La surface mitochondriale, comme dirait Sean. Hmm. Et on a encore Alexandre qui nous demande euh, comment tu gères le temps de récupération, le temps de récup pour le coup.
30 reps, temps de récup. Alors moi, j'ai une petite règle par rapport à ça. Je sais pas si toi, tu as un repère méthodologique ou de terrain. Moi, j'en ai un à donner éventuellement. Alors, le repère que j'ai, mais c'est très personnel, c'est ce que faisait mon entraîneur et ce que, j'ai envie de dire, il m'a fait subir, même si le terme n'était pas très approprié, c'est que on fait 30 reps d'un mouvement et plutôt que de s'arrêter, en fait, on fait 30 reps d'un autre et on continue sous forme de circuit, ce qui fait que du coup, on s'arrête jamais. Ouais, C'est ça l'idée. Et puis alors du coup, si on fait des tours, donc des séries, de série en série, il est possible que du coup, avec la fatigue qui s'accumule, la taille des séries diminue, tout ouais, simplement. ouais, Et après, de mon côté, quand je fais plutôt de la prophylaxie, de la prévention des blessures, que je veux juste vasculariser mes muscles en basse intensité, je sais sur les séries longues de prendre au maximum 1 minute 30 de pause. ouais. Ok, bah, ton approche où tu faisais un autre groupe musculaire pendant que tu récupérais, Ouais. elle est à peu près dans ce que j'avais donné, parce que si on part sur 30 reps, en partant sur 2 à 3 secondes par rep, ça fait Une minute un 30, temps de travail autour d'une minute 30. ouais. Moi, je donne un petit repère, c'est vu que c'est des séries assez longues, donc d'intensité plus faible en termes de pourcentage, moi, je donne le repère qu'il faut être égal au temps de travail ou à la moitié du temps de travail à peu près. Ouais. Donc, tu as bossé 1 minute 30, tu récupères 45 secondes à 1 minute, et c'est ce que tu faisais toi à peu près en changeant d'exercice, quoi. Et ça peut être plus si tu es sur un mode circuit. Ouais. Il y a une autre question, Vincent. Est-ce qu'un gars comme Lo Song, je suis très mauvais en Lu Jianjun. voilà, gagnerait à faire de la basse intensité type 2, enfin type zone 2 pour améliorer sa capacité de récupération? Ou est-ce que cette pratique pourrait augmenter ses fibres de type 1 et ainsi réduire sa qualité de force ou explosivité? Donc, Alors, c'est un sujet qui est très délicat parce que est-ce les qu'il est dopé? Chinois, alors déjà, il est dopé, ouais. Les Chinois ont une méthode d'entraînement qui est très violente, c'est-à-dire qu'ils ont 3 entraînements dans la journée. En général, ils commencent avec la musculation le matin à 7 heures, et puis ils ont 2 entraînements d'haltéro dans la journée, et ils font ça 6 jours sur 7. Donc, de base, ils ont des volumes d'entraînement qui sont considérables. Donc, en théorie, s'il faudrait rajouter de la zone 2 par-dessus, je pense pas que ce soit possible. Et c'est rigolo qu'il pose cette question parce qu'il y a eu l'exemple des Jeux, des championnats du monde qui ont eu lieu dans un pays d'Amérique du Sud en altitude, je sais plus lequel. Ce qui s'est passé, c'est que Lu Jianjun est tombé pour dopage pour EPO. Et en fait, la raison derrière, c'est qu'ils se sont pas embêtés, les Chinois, ils se sont dit, bon, ben, ils ont du mal à récupérer, à respirer, à s'entraîner, donc on va leur donner de l'EPO pour maximiser ça. Voilà. C'est ça, ça a été ça leur stratégie. Euh, Après, on est sur des athlètes qui sont à un tel niveau, qui sont sur des volumes d'entraînement qui sont tellement hauts que c'est très très compliqué surtout pendant la saison, de leur rajouter du cardio pour la récupération. Il faudrait qu'ils fassent ça hors saison. Et ça, peut-être qu'ils le font, ça pour le coup, je ne sais pas. Ouais, c'était à Bogota, en Colombie, nous dit Fabrice Ah ben Valex. voilà. Ouais, voilà. Et question pour un mec lambda qui a les mêmes objectifs, ça serait pertinent. Ou, C'est les mêmes objectifs, c'est-à-dire qu'il veut arracher 170. oui, c'était les mêmes objectifs de progression, on va dire. Là, C'est pour le bien. coup, ouais, c'est pas mal d'avoir un. Je dirais que avoir la moitié des entraînements qui sont axés sur le métabolique et faire du moitié-moitié, voire du 70-30. 70 métabolique, 30 axé hypertrophie force. Et les 30% où on va vraiment défoncer la fibre, on va vraiment se cramer sur la séance. En fait, une méthodologie, ça serait d'avoir une très grosse, par exemple, si on veut augmenter la taille de ses jambes, avoir 2 très grosses sessions sur les jambes dans la semaine, voire une seule quand on est débutant. Et tout le reste de la semaine, ça va être de la basse intensité, de la zone 2, du cardio, etc. Pour laisser pour laisser le système le temps de s'adapter, récupérer aussi nerveusement. Ça, c'est une option. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je fais moi, pour être tout à fait honnête. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Après, ah si, donc on a Lilian. Donc, selon toi, un haltéro devrait faire limite plus de zone 2 que de la force.
Non, alors, un haltéro, il a une autre problématique. Mais c'est pour ça qu'il y a une planification et des modifications de la planification sur l'année. Un haltéro, par exemple, un haltéro va faire 3 fois du squat par semaine. C'est sous-optimal pour la force. Pour la force, en théorie, il ne faudrait pas squatter plus de 2 fois par semaine, voire une fois quand on est extrêmement fort. S'il squatte aussi plusieurs fois dans la semaine, c'est pour aussi garder une forme d'habitude du mouvement. Et aussi entraîner le corps sous fatigue. Donc, il y a aussi cette composante-là. Un haltéro gagnerait à faire 1 heure ou deux de zone 2 en plus dans la semaine pour récupérer, pour accélérer leurs facultés de récupération. Ouais. Après, la grosse difficulté, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Après, on a Florine Nicolet, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais qui est entraîneur en haltéro et qui intervient à l'INSEP, donc il pourrait peut-être apporter un complément de précision. Ouais, Et après, il y a aussi les formes de la manière dont on va le faire, des méthodes classiques où sur ergomètre, c'est pas forcément très apprécié. Après, ouais, des méthodes sous forme de circuit training ou des circuits périphériques ou la méthode conjuguée peuvent être intéressants pour essayer d'amener un petit peu ce travail d'endurance. Ça se fait un peu quand même sur leur préparation physique générale. ouais, Mais hors saison. après, dans la saison, c'est un truc qui délaisse parce que, comme tu l'as dit, ils ont tellement de choses à travailler que ils n'ont plus forcément le temps. Et puis en plus, c'est pas un truc qui leur plaît, donc ils font des impasses. Voilà. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Sean suit des powerlifters, Sean Seal, donc de la Ouais. chaîne Upside Strength, et qui ont gagné en récup et qui ont continué de monter en perf simplement en faisant un peu plus de zone 2, hein. Donc ça vaudrait le coup d'essayer aussi pour les haltérophiles. Alors après, ils partent enfin, excuse-moi, mais ils partent parfois d'un niveau assez bas, donc même Ouais, en faisant peu, ils arrivent à progresser. ouais, ouais, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je passe à la partie 2 sur les Écoute, pour protéines au l'instant, il n'y a service? pas d'autres questions, mais de toute façon, on va reprendre le fil et puis bah, elles pourront être posées Ouais, ok. à la fin. Voilà. Merci, Vincent. Du coup, la seconde partie, ça va être les protéines au service de l'hypertrophie. Donc là, on est plus sur la partie nutrition, la partie dont j'aimerais vous parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à débunker sur ce sujet. Et j'aimerais d'abord faire un focus sur les ANR en protéines. Les ANR, c'est les apports nutritionnels recommandés, hein, c'est un acronyme. Alors, l'ancienne ANR dans protéines, c'était 0,83 grammes par kilo de poids de corps par jour pour un adulte, entre guillemets, en bonne santé. Sur quoi est basé ce chiffre? Il est basé sur un truc qui s'appelle la balance neutre ou la balance azotée minimum entre les pertes d'azote, puisque les protéines contiennent de l'azote, issu de l'urine, des fesses, des cheveux, de la transpiration et de différentes autres sources, et les gains d'azote dans l'organisme via notamment l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes sont très difficilement mesurables, tandis que les gains, eux, sont facilement mesurables. En 2007, d'ailleurs, les besoins ont été réévalués via une meilleure modélisation des données à 1 gramme par kilo de poids de corps par jour, en moyenne. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que les chercheurs, à la base, ils ont ce genre de graphe et ils doivent trouver une espèce un milieu, entre guillemets, à ce gros pâté de points que vous voyez. Et le problème, c'est que dans ce pâté de points, même si on prend le point du milieu, c'est ce qui a été fait au début. En fait, ça signifie qu'il y a une partie des gens qui seront en carence en prenant 0,83 grammes par kilo de poids de corps, parce qu'on a tous des organismes un peu différents. C'est pour ça ensuite que ça a été réévalué à 1 gramme par kilo de poids de corps. Et même malgré cela, on pense que ça reste sous-évalué à l'heure actuelle. Il faudrait plutôt être 1,5 g pour une personne en bonne santé sédentaire. Mais je vais y revenir après. Alors, la mesure de la balance azotée en laboratoire. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche pour que vous compreniez. À l'entrée, donc dans un bol alimentaire, contenant des protéines, on fait l'hypothèse, et déjà ça en soi c'est une erreur, parce qu'on n'en est pas sûr, qu'environ 62,5% de ces protéines contiennent de l'azote. Donc, sachant que la qualité de la viande, le fait que ce soit des protéines animales et végétales, il y a les déchets également que ça peut contenir, tout ça, ça peut varier sur la proportion d'azote. Ouais. Ensuite, on quantifie l'azote et non les protéines en soi. Il y a d'autres éléments en dehors des protéines qui contiennent de l'azote. Vous avez les acides nucléiques, vous avez les déchets métaboliques comme l'homocitruline ou l'acide urique qui en contiennent. Maintenant, à la sortie, on mesure dans les urines et dans les fesses
enfin, on essaye d'estimer les pertes des autres sources, donc par la respiration, les cheveux, la peau, la transpiration. Et là, il y a beaucoup d'approximations. Par exemple, si vous respirez normalement, à chaque fois que vous expirez un peu d'azote. Mais quelqu'un qui va être un sportif d'endurance va expirer énormément d'air et donc expirer énormément d'azote. Et donc, dans son cas, il y aura des pertes en azote qui seront plus importantes et indirectement, simplement par la respiration répétée, il va avoir des besoins en protéines qui vont augmenter. Donc, un autre point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les études de balance azotée sont conduites la majorité du temps sur une seule semaine, et c'est très très peu à l'échelle scientifique, ce qui rend impossible la détection d'une carence chronique à bas bruit en acides aminés et en protéines en général. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Et donc, comme dirait Ray Charles, hein, c'est vraiment une citation de lui, I may be black, but at least I'm not black. I may be blind, but at least I'm not black. Bref. Euh, Concernant maintenant les ARN en protéines, est-ce qu'on parle d'ARN, donc d'apport nutritionnel recommandé en protéines, ou d'apport nutritionnel recommandé en acides aminés essentiels? Que ça veut dire avoir besoin de protéines? La phrase en fait n'a fondamentalement pas plus de sens que de dire avoir besoin de vitamines. Ça n'a pas de sens de dire ça. On veut savoir de quoi on a besoin en vitamines. Est-ce que c'est la vitamine C, la vitamine E, etc., etc. Et pour les protéines, ça devrait être la même chose. Il y a 9 acides aminés essentiels, 20 acides aminés qui existent au total. C'est pas la même chose d'avoir une carence en leucine que d'avoir une carence en méthionine. Et ce point-là est critique pour comprendre la compréhension moderne des apports en protéines dans notre alimentation. Le second point critique, c'est la biodisponibilité de ces protéines. Et là, il existe de larges différences entre les protéines végétales et les protéines animales. Au niveau de l'absorption, un isolat de protéines végétales, c'est la même chose que pour une protéine animale. C'est quasiment de l'ordre de 100%, c'est entre 95 et 100%. Mais par contre, comme les protéines végétales contiennent des fibres qui sont plus difficiles à découper pour atteindre les protéines qui sont contenues à l'intérieur, ça va être plus difficile du coup de les absorber dans les quantités voulues lorsqu'on mange des protéines végétales. Euh, Ouais, la différence majeure, donc, ça va concerner essentiellement la leucine, l'isoleucine et la méthionine. Les protéines animales peuvent contenir jusqu'à 5 fois plus que les protéines végétales de ces trois acides aminés. Parfois, ça monte à 10 d'ailleurs, ça dépend des protéines végétales. Et dans le cas du très célèbre soja, le truc dont on parlait tout à l'heure, la différence n'est que de 30 à 50% dans le meilleur des cas. Donc, vous pouvez dire que c'est pas trop mal. Euh, ouais. Ensuite, admettons que vous ayez besoin de 100 grammes de protéines pour équilibrer votre entraînement en hypertrophie. J'ai dit 100 grammes de protéines, je devrais dire plutôt 100 grammes de steak, d'accord, pour garder l'exemple. Donc, c'est pas la même chose 100 grammes de protéines et 100 grammes de steak, parce qu'un steak, il n'y a que 25% de la quantité du volume d'un steak qui sont des protéines, hein. Sur 100 grammes de steak, vous avez à peu près 25 grammes de protéines, à peu près hein, entre 25 et 35%. Donc là, je voulais dire 100 grammes, pardon, de steak. Admettons que vous ayez besoin de 100 grammes de steak pour vos besoins de l'entraînement du jour. Si vous voulez l'équivalent en protéines végétales, donc par exemple en lentilles, il vous faudra entre 150 et 500 grammes de la même chose pour avoir les mêmes besoins, l'équivalent notamment en leucine, qui est très importante pour la synthèse protéique et pour la construction, pour l'hypertrophie. Ce dont je parlais tout à l'heure, la leucine est un activateur d'mTOR. Et bien entendu, si vous n'avez pas ces apports, si vous avez un besoin de 100 grammes de steak en équivalent 150 grammes ou 500 grammes de protéines végétales et que mTOR ne les reçoit pas, bah, il ne sera pas content. Il ne sera pas du tout content et il ne pourra pas activer la synthèse protéique. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui est assez délicat parce qu'on entend souvent des débats entre les gens qui sont plutôt pro-vegan, par exemple, ou pro-carnistes, des gens qui disent qu'ils peuvent pas, ils ne peuvent pas se priver de viande, d'autres qui disent qu'ils peuvent s'en priver, qu'ils arrivent quand même à gagner de la masse. J'aimerais vous donner en fait une vision large sur ce sujet-là pour comprendre en fait pour comprendre d'où vient le problème. Si je prends, je vais prendre différents gabarits chez des athlètes de haut niveau qui sont connus. Par exemple, Pierre-Ambroise Boss, qui a été champion du monde de 800 mètres, qui est un très grand athlète. Son gabarit, c'est 1,85 m pour 68 kg. Vous avez à côté ensuite Kylian Mbappé, 1,78 m pour 75 kg. Vous avez encore à côté Lee Alfeni, qui est un ancien rugbyman anglais ou gallois, je crois, gallois plutôt. Il joue toujours, hein, il est gallois. Ah, il joue toujours, pardon. Hmm. Non, c'est ma faute, pardon.
qui fait 1m78 pour 87 kilos, à peu près. Et aux États-Unis, vous avez Nick Bosa, qui est un joueur de NFL, qui fait 1m93 pour 119 kilos et qui court comme un lapin. Bon. Et maintenant, je vais vous montrer un objet enfin, un paramètre qui s'appelle le Free Fat Mass Index, qui est un outil utile, plus utile que l'UMC, qui est relativement utile, même s'il a ses défauts, pour essayer de détecter si les gens sont chargés ou non. En tout cas, s'il y a des probabilités qu'ils le soient ou non. Le Free Fat Mass Index, c'est un modèle mathématique du coup qui est assez simple, qui prend en compte votre poids, votre taille, ainsi que votre taux de masse grasse. Le seul truc, c'est qu'il faut connaître son taux de masse grasse, à peu près. Et ce qu'on voit en fait, c'est que à partir de 26, 27, ça commence à être très très compliqué d'avoir un Free Fat Mass Index, donc supérieur à 26 ou 27, en étant nati. Nati, ça veut dire qu'on ne prend pas de produits, de stéroïdes anabolisants ou ce genre de choses. Vincent, juste le Oui, calcul, c'est la même calcul que l'IMC, mais au lieu de prendre le poids total, on prend la masse maigre. ok. Bon, Voilà. bah, Et super. du coup, donc si par exemple, quelqu'un qui a 100 kilos, il a 20% de masse grasse, donc ça fait 80 et tu divises par sa taille au carré. Ok. Alors, j'ai pris l'exemple là pour ces quatre-là. Pour Empire-Ambroise Boss, on est à 17, donc un Free Fat Mass Index qui est très bas. Pour Kylian Mbappé, on est à 20. Pour Lee Penny, on est à 24. On est déjà dans la limite physiologique à peu près de ce qui est possible pour un être humain. Et pour Nick Bossa, on est à 28. Donc 28, ça veut dire que c'est quasiment impossible. De toute façon, c'est pas un secret en l'occurrence. Nick Bossa prend des stéroïdes anabolisants. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que plus le gabarit, en fait, le Free Fat Mass Index, en fait, il explique aussi, c'est pour ça que j'aime bien ce marqueur, c'est qu'il indique également aussi en partie votre propension à gagner de la masse, potentiellement. Votre marge de progression, si vous voulez. Si vous êtes à 20, bah, vous avez encore un peu de marge. Si vous êtes à 18, vous avez pas mal de marge. Si vous êtes à 26, vous n'avez quasiment plus aucune marge en étant sans produit. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on a beaucoup de marge de progression, avoir des apports alimentaires sous forme de protéines végétales quasiment exclusivement, c'est pas gênant pour maintenir la masse musculaire ou progresser. Mais à l'inverse, si vous êtes déjà à votre limite physiologique, donc très très haut dans le barème là, à 24 et plus, avoir une alimentation végétale, ça va vous faire régresser. Il est quasiment impossible de maintenir sans produits dopants votre masse musculaire en ayant une alimentation végétale. Et donc, plus vous rapprochez de votre limite physiologique, plus les apports en protéines seront absolument nécessaires. Voilà. Si on regarde les choses seulement sous l'angle de l'hypertrophie. Alors, je me suis amusé à le faire pour les hommes. Je vais le faire aussi pour les femmes pour que vous ayez une idée. Chez les femmes, on va de 14 à 25 à peu près, voire un peu plus, mais c'est très très rare. Donc, j'ai pris en exemple Yaroslava Maukchik, qui est une Ukrainienne, qui fait du saut en hauteur, qui elle fait 1m79 pour 60 kilos. Donc elle est très grande, très très mince, très très maigre même, mais c'est le gabarit classique de ces athlètes. Elle est un FFMI à 16. Vous avez Sissi Mua, qui est très connue en France, qui fait 1m70 pour 63 kilos, qui est à 18, qui d'ailleurs représente un idéal pour beaucoup de femmes en termes de plastique. Vous avez Loradana Thomas, qui est une haltérophile de très haut niveau, qui est chargée comme un poney également, qui fait 1m65 pour 64 kilos et qui arrache 120 kilos au-dessus de sa tête. Déjà, rien que son physique, il commence à être relativement inaccessible, ou c'est très très rare pour une femme de l'atteindre. Elle est à 21, donc elle est vraiment dans la limite physiologique. Et vous avez Shakira Holcomb, qui est à 27 en FFMI, qui fait 1m65 pour 82 kilos de muscles. C'est l'équivalent de Nick Bossa. Pareil, elle est chargée. C'est une Américaine qui fait du powerlifting. Euh, un truc amusant, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis aussi les femmes, c'est que en termes de Free Fat Mass Index, les femmes sont sur un barème qui est moindre que celui des hommes. Donc, peut-être qu'il est possible que pour les femmes, ce soit plus facile de maintenir sa masse musculaire ou de progresser par une alimentation végétarienne, voire végane, même si il y a d'autres raisons pour ne pas le faire, mais peu importe, que pour les hommes. Et c'est probablement la raison pour laquelle les régimes végétariens sont plus populaires chez les femmes que pour les hommes. Simplement parce que les hommes ont des demandes d'entretien de masse musculaire qui sont plus importants
Et donc, ils ne peuvent pas se priver de viande. Pour vous donner des chiffres, chaque jour, le corps a besoin, en moyenne, chez un homme, de renouveler 300 grammes de protéines. Alors que par un apport alimentaire classique, on récupère, disons, 80 grammes, 100 grammes. Donc ça veut dire que sur les 300 grammes qu'il faut produire, il y en a au moins 200 qui vont être recyclés. Mais sur les 100 qu'il reste, il faut absolument avoir des apports en acides aminés essentiels comme la leucine. Et plus ce taux va augmenter, donc il y a des hommes qui vont avoir un renouvellement en protéines qui sera plus important, plus il va être nécessaire d'avoir des apports en leucine très importants. Et la leucine, on la trouve seulement dans les produits animaux, malheureusement. Les œufs, le fromage, la viande, le poisson, etc. Voilà, j'espère que c'est clair, que ça vous a un petit peu éclairé ce sujet-là. Ouais. Pour revenir sur le cas d'école de la leucine, et que je vais revenir du coup sur mTOR C1, et donc du coup, qui est très fortement activé par la leucine. C'est intéressant de savoir que il existe un espèce de seuil minimal dans les cellules musculaires pour activer mTOR C1 par la leucine. Je vais prendre un exemple amusant. Les bodybuilders, c'est très courant à la mode chez les bodybuilders d'avoir par exemple 6 repas par jour. Mais en fait, c'est plutôt une mauvaise idée pour activer mTOR spécifiquement dans vos cellules musculaires. Cette mode, elle vient des bodybuilders professionnels qui ont des besoins énormes en protéines. Ça peut monter jusqu'à 400 grammes par jour par kilo de poids, par 400 grammes pardon, absorbés. Donc, c'est des proportions absurdes, hein. C'est 4 grammes par kilo de poids de corps. Si vous n'avez pas un apport suffisant en leucine en une seule fois, vous n'allez pas activer correctement mTOR dans vos cellules. Mais par contre, mTOR va s'activer dans les autres tissus. Donc, vous allez accélérer les processus de vieillissement dans les autres tissus, mais vous n'allez pas forcément accéder à l'activation d'mTOR dans les cellules musculaires qui, lui, demandent une très grosse quantité. Le seuil à partir duquel ça commence à être intéressant, on ne le connaît pas trop, on n'est pas sûr de ça. Mais clairement, en faisant 6 repas par jour, c'est sous-optimal pour l'activation d'mTOR dans les muscles et c'est délétère pour les autres tissus qui ne sont pas musculaires. Du coup, mon point, c'est que si vous êtes bodybuilder, mais plutôt amateur, que vous voulez avoir de la masse musculaire, je vous conseille d'avoir des apports en protéines de manière très très importante le matin et le soir, surtout. C'est les deux moments où les plus importants dans la journée. Le soir, en prévention du jeûne nocturne, et le matin, parce que c'est là où il y a le pic naturel de production de testostérone qui arrive, vers entre 8 et 10 heures. Donc ça optimise l'ensemble. Plus vous avez de testo et en même temps des protéines, plus vous allez pouvoir produire de la masse musculaire et créer des adaptations grâce à l'entraînement de la veille. Euh, Un point important, donc on connaît bien aujourd'hui les voies de signalisation en cascade qui connectent l'ingestion de la leucine par le système digestif à mTORC1. Et d'ailleurs, si vous voulez aborder tous ces sujets-là de manière plus poussée et intéressante, je vous recommande vivement la formation Signature de Sylvain Druget, qui est ici présent avec nous ce soir, dans laquelle j'interviens également. Et dans cette formation, il vous apprendra plein de choses concernant le système digestif et tout un tas de choses beaucoup plus intéressantes, par exemple, et beaucoup plus poussées sur la leucine, le glucose et comment les cellules s'activent pour l'hypertrophie. Mais je ne vais pas parler de ça parce que sinon je vais vous perdre ce soir. On y reviendra une autre fois. Maintenant, pour simplifier les choses concernant la leucine, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la leucine sert à la fois de voie de signalisation métabolique à la synthèse, et de la synthèse musculaire ainsi que d'autres métabolismes cellulaires, mais également de briques pour la synthèse musculaire. On voit souvent les protéines comme seulement une source structurelle pour notre corps, pour la fabrication des muscles. Et c'est une grossière erreur. La leucine est un vecteur métabolique essentiel dans notre corps. Si vous n'en avez pas assez, vous vous dirigez vers de graves problèmes, surtout en vieillissant. Pour prendre l'analogie, on peut dire qu'il existe 4 situations post-entraînement et post-repas possibles. Vous allez avoir des briques, mais pas ou peu d'ouvriers de chantier. Donc en fait, il n'y aura pas de construction, hein, pas de synthèse protéique. Vous pouvez très bien avoir des ouvriers, mais pas ou peu de briques. Là aussi, bah, pas de construction. Là, notez juste une brique. Vous allez avoir aussi la meilleure situation possible, c'est-à-dire des ouvriers et des briques. Donc là, tout va bien parce que vous avez des apports suffisants en leucine. Notez une petite brique là juste derrière, hein. Et vous avez également beaucoup d'ouvriers et beaucoup de briques. Et là, on parle d'une simulation qui va au-delà des limites physiologiques via le dopage. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Bref.
D'ailleurs, je ferai un podcast sur le sujet dans 2 semaines, si ça vous intéresse. Bref, ce que vous devez comprendre, c'est que l'activation simultanée des voies anaboliques de la synthèse protéique, c'est-à-dire la fonction de Brick, et de l'oxydation des BCAA, donc des acides aminés, notamment la leucine, pour la signalisation cellulaire, c'est-à-dire la fonction ouvrière, remet totalement en question l'efficacité des acides aminés, et en particulier du coup de la leucine, dans une situation de parfaite balance azotée. Quand le corps a besoin de leucine momentanément, oui, les végans ne sont pas contents du coup par rapport à ça, la réponse anabolique maximale dans les muscles se produit seulement avec une énorme quantité d'oxydation d'acides aminés. Et ces besoins peuvent être multipliés momentanément par un facteur 10 après l'entraînement et après le repas. D'où l'importance, c'est pour ça que je vous disais ça juste avant, d'avoir un repas très très riche en protéines après l'entraînement. Mais vraiment très très riche. Vous devez avoir vos apports, quasiment la moitié de vos apports sur le même repas. C'est, je sais que ça peut paraître contre-intuitif par rapport au mode mis en place par le bodybuilding qui est de séparer les repas en plein de repas différents. Mais il faut bien comprendre que les bodybuilders, encore une fois à très haut niveau, ont des besoins tellement énormes qu'à chaque repas, en fait, ils prennent 100 grammes de protéines quasiment. C'est absurde. Bref. Alors, la question qui revient souvent après, c'est, oui, d'accord, mais si on mange plus de protéines animales, les reins, ils vont prendre, on va mourir, etc., etc., etc. Bon, il y a plein d'études, là j'en ai mis quelques-unes, qui vous expliquent qu'en fait, que le taux de filtration glomérulaire des reins, qui est la chose en fait qui est un bon indicateur de la santé du rein, n'est absolument pas impacté négativement par l'apport en protéines, à condition qu'on n'ait pas à la base une maladie rénale. Donc pour ceux qui n'ont pas de maladie génétique concernant vos reins, vous êtes tout à fait en sécurité en mangeant des protéines. On sait même que le fait de manger des protéines est plutôt protecteur pour les reins, en réalité. Ce qui serait plutôt délétère pour les reins, c'est pas tellement les protéines elles-mêmes, ça va être plutôt les graisses issues de la cuisson ou les molécules de Maillard à cause du fait qu'on grille la viande. Ça, c'est un autre sujet. Mais les protéines elles-mêmes sont plutôt bénéfiques pour les reins. Bon, en conclusion, il faut comprendre aussi que la vie, c'est des choix. Parce que, certes, si vous voulez vraiment maximiser vos gains, effectivement, vous pourriez manger de manière excessive des protéines des sources animales. Mais on a aussi à l'heure actuelle la problématique une problématique éthique de la vie des animaux en élevage. Et le problème, c'est que il faut faire aussi des choix par rapport à ça. Donc, je ne suis pas là pour juger ou vous donner un avis sur là-dessus, mais il faut faire des choix alimentaires aussi en fonction de votre conscience euh, ben, animale, écologique, et de manière générale par rapport au bien-être animal. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter pour ce soir. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop compliqué. Est-ce que vous avez des questions, hein? Encore une fois, je vous rappelle que le 27 et 28 avril, à Nevers, à la Maison des Sports, il y aura le deuxième symposium organisé par David. Et on sera toute une ribambelle de spécialistes pour Je vous ai répondre à vos mis, questions. je vous ai mis la liste, mais on en reparlera après, Ouais. des personnes qui sont présentes. Il y a quelques questions qui ont été posées dans la présentation. Déjà, je te remercie Vincent, parce que je trouvais ça très intéressant et très amené de manière très pédagogue, donc ça c'est bien. J'espère que mes apprentis ont bien écouté, parce qu'il y a des choses qu'on avait nous abordées déjà, et ça fera l'occasion d'en discuter. Ça fera l'occasion d'en discuter en cours. Petite précision, donc là c'est enregistré, j'enverrai le lien de la vidéo et puis il y a la présentation qu'on a retravaillée en PDF qui sera envoyée également aux personnes présentes. Voilà. Alors dans les questions, Vincent, je vais remonter dans le fil de la discussion. Alors la première question qui avait été posée, attends, c'était pas Alexandre, je crois que c'était Sylvain. Non, on avait Alors, on avait un élément, c'était Fabrice qui disait Mitchell Hopper recommande de se baser sur la lean body weight au lieu du poids total pour le ratio gramme enfin combien de protéines par kilo de poids de corps par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire qu'on prend plutôt en compte la masse musculaire ou la masse maigre que plutôt le poids total d'une personne qui peut varier en fonction de son pourcentage de masse. Alors oui, c'est mieux de faire ça pour des sportifs. Je suis d'accord avec ça, ouais.
Pour des personnes en situation, par exemple, d'obésité, je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est mieux d'utiliser l'autre version, c'est-à-dire de voir ça en fonction du nombre de kilos de poids, pardon, du grammage par kilo de poids de corps, même si la personne est obèse, parce qu'en fait, on sait qu'un régime très riche en protéines pour une personne obèse, c'est satiétogène, les protéines, donc du Ouais, coup, il aura tendance à moins manger de sucre derrière. Et ça a d'autres effets bénéfiques. Mais concernant les sportifs, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. ok. Je continue, je descends dans le déroulé. On avait donc c'est Sylvain. Allô? Ouais, ouais, je suis là, je suis là. Au pire, je ferai un package après si tu veux poser Ouais, bah, les questions. tu peux, ouais, Sylvain, pose ta question. Moi, je vais brancher mon ordi parce que sinon, ça va tout couper. Ouais. En fait, ma question, je t'ai retrouvé les chiffres, la publication. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait demandé le seuil de leucine Ah euh, oui, ouais, qu'on avait. J'ai trouvé 0,04 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc, c'est ça, c'est ce que tu disais, quoi. C'est 2 à 3 grammes par portion, quoi. ouais. Mais c'est beaucoup, hein. Ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je poserai mes questions après. Question d'aborder les autres personnes. Moi, Vincent, au pire, je lui poserai Ouais, en- bah David, du coup, je te Oui. laisse enchaîner tranquillement sur les autres Alors, questions. alors, attends, je remonte. Voilà, parce que les questions, elles arrivent toutes là. Alors, je descends dans la barre. Excuse-moi, Vincent. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? On avait une question de Fabrice encore, qui demandait si pour un régime végétarien, enfin, un régime végétarien plus une supplémentation en leucine lors des repas permet-il de contourner le problème de la consommation de viande? Oui, dans une certaine mesure, oui, tout à fait. Mais à partir d'un certain âge, comme les besoins en leucine commencent à être vraiment très très importants, en fait, quand on est jeune, disons jusqu'à 30 ans, ça n'a pas trop d'importance. Alors, sauf dans le cadre de l'hypertrophie, et si on atteint ses limites physiologiques, ça c'est particulier. Mais quand on est plus âgé, donc on va dire quand on commence à dépasser la cinquantaine, les besoins en leucine commencent à être vraiment très très importants pour maintenir le métabolisme. Et donc, en théorie, oui, c'est possible de se supplémenter en leucine, mais il va falloir mettre des quantités vraiment très très importantes. Donc, c'est possible, mais il faut vraiment respecter les quantités. Ouais. Ouais. De toute façon, on sait qu'en vieillissant, on assimile moins bien les protéines, donc il faut en consommer plus en plus. Alors, ouais, on les assimile moins bien, mais par contre, la réponse aux protéines reste la même. Ça, c'est assez Oui, rigolo. oui, c'est ça. Donc, du coup, il faut envoyer des steaks, hein, même si c'est sous forme de poudre. Ouais. Une autre question, où on a un petit résumé, mais en guise d'approbation. Donc, si on résume sur l'apport en protéines journalier, il faudrait apporter un quart le matin, la moitié après l'entraînement et l'autre quart le soir. Ça dépend de comment on s'entraîne, parce que si on s'entraîne le soir, on va devoir tout regrouper, mais Ouais. sur cette base-là, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Euh, alors, il y a des débats là-dessus. Comme c'est pas tranché au niveau de la science, ce que je te dirais, c'est de faire ce qui est le mieux pour toi en termes de sensation, sur la manière dont toi tu sens la récupération. Il y a des chercheurs qui pensent que malgré tout, c'est quand même mieux de maximiser les absorptions le matin et le soir, même si on s'entraîne par exemple à midi. Personnellement, pour m'entraîner beaucoup de mon côté, je trouve que c'est pas idéal de faire ça et je suis plutôt d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quand même avoir un sacré apport après l'entraînement, pendant les 2-3 heures qui vont suivre l'entraînement pour mieux récupérer, parce que ça maximise la récupération. Mais j'ai des amis qui sont aussi à haut niveau et qui, eux, pour le coup, vivent mieux de faire comme ça, c'est-à-dire manger plus le soir. Donc, j'ai pas d'avis. Autant sur le terrain, c'est contradictoire, et autant sur le plan de la théorie, ça reste relativement contradictoire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir des apports très importants quand on les prend, et pas plein de petits repas. Ouais, je suis désolé de ne pas pouvoir trancher là-dessus. On a un nouveau message. Donc, y a-t-il une différence de besoin en leucine chez les athlètes d'endurance versus les athlètes de force? Bah, la fonction n'est pas la même. La leucine, chez les athlètes d'endurance, elle va venir empêcher littéralement le pyruvate et le lactate d'entrer dans la mitochondrie. Et donc, elle va épargner le glycogène pour que le glycogène aille vers notamment le cerveau, pour entretenir en fait un état cérébral suffisant. Et cet effet, c'est que derrière, ça maximise du coup l'utilisation du gras, donc de la bêta-oxydation, l'utilisation des graisses par les mitochondries. Donc pour les athlètes d'endurance, la leucine est très très importante dans ce cadre-là. Et
pour un athlète d'endurance entraîné, elle sera également importante pour l'entretien derrière et les réparations. Mais pour un athlète de force, c'est pas exactement la même chose parce que pour un athlète de force, la leucine, elle va être utilisée par le système j'arrive jamais à le dire. Bref, le système de l'adrénaline, le système adrénergétique. Il va être très consommé par ça, donc c'est le nerveux entre guillemets. Hein, la leucine va se faire cramer par votre système nerveux pour être consommé par l'entraînement, et en plus va ensuite être utilisé pour réparer la casse musculaire, comme dans le cas de l'endurance, sauf que pour un athlète de force, les masses musculaires sont beaucoup plus importantes. Donc du coup, il en faut aussi beaucoup, mais la fonction est différente. Donc à la fin des fins, en fait, il faut avoir un apport en leucine suffisant dans tous les cas. Mais la fonction n'est pas la même en fonction des deux sports, des deux types de sports. Ouais. Merci Vincent. Il y avait une deuxième question dans la question. Les Ouais. besoins en leucine sont-ils variables sur les jours de repos? C'est-à-dire, si tu es en journée de repos, est-ce que tu baisses tes apports ou est-ce que tu les maintiens pour peut-être combler les manques de la veille? C'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de l'intensité de l'entraînement. Dans tous les cas, ah oui, c'est vrai qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé. Il faut bien comprendre que les acides aminés essentiels sont tous toujours utilisés. Parce que, comme je l'ai expliqué, les 300 grammes de protéines qui sont à renouveler tous les jours, c'est très difficile de les atteindre par l'alimentation. Donc, lorsque vous absorbez beaucoup de protéines, même si c'est sur un jour de repos et que ça ne sert pas à la resynthèse musculaire, encore une fois, les acides aminés n'ont pas qu'une fonction de fabrication de muscles, ils servent aussi au métabolisme. Et donc, votre leucine sera de toute façon utilisée pour votre métabolisme, mais ailleurs. Ça peut être, par exemple, pour l'entretien de votre système endocrinien, de votre système immunitaire. Donc, de mon avis, c'est quand même une bonne chose de garder des apports en leucine élevés si vous vous entraînez beaucoup ou si vous commencez à dépasser la cinquantaine. Et on a une autre question, Vincent, de Victor. Est-ce qu'un jeûne intermittent pourrait donc être cohérent en suivant cette logique de, entre guillemets, gros repas, grosse quantité de protéines? Ouais, tout à fait. Réponse C'est bref tout. et concise. Ouais, ouais, c'est tout à fait possible, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je sais que Sylvain va en avoir. Moi, j'avais un petit complément, un élément complémentaire à apporter par rapport à ta présentation. Vas-y, dis-moi. C'était quand tu as abordé le FFMI. Je te Ouais, montrerai. Moi, j'ai un indicateur de masse musculaire qui permet de faire un suivi. Parce que on a parlé des limites, ouais, qui étaient autour de 26 pour les hommes et 24 pour les femmes. ouais, Et tu peux aussi avoir quelqu'un qui passe je prends un homme qui va passer de 13 à 22 en 2 mois. Donc ça peut aussi être un indicateur de dopage si tu as des modifications très très rapides en termes d'évolution. ouais. Et après, Et c'est quoi l'outil du coup que tu as parce que ça m'intéresse, je le connais pas. Hein. je Là, te tu le me teases. montrerai. Ah, trop Non, bien. c'est aussi calé par rapport à. Ça prend aussi en compte la masse graisseuse est à la taille et le poids. C'est un calcul différent, mais je pourrais te montrer. Il y avait Steve Reeves qui était le culturiste, donc je ne sais plus trop quand c'était début du 19e, je crois, quelque chose comme ça, ou 20e plutôt. Donc lui, il était clean parce qu'il n'y avait pas de produit à l'époque. Il était à la Hmm. limite 31-32, puis après tu as Arnold qui est à 37. Après tu passes à Ronnie Coleman qui doit être à 42-43. Et puis après tu as Kay Green qui est à 57. C'est un indice relatif, mais tu vois Ouais, bien les évolutions et tu as bien la limite qui est définie. Donc ça permet de savoir où tu en es en termes d'évolution. Moi, je l'utilisais quand j'étais sur les centres de formation pour qu'on ait un suivi sur la limite naturelle, les gains possibles, parce que celui qui est déjà à la limite, ben, est-ce que ouais, ça vaut le coup de lui faire bouffer des cycles d'hypertrophie alors qu'il est à sa limite? ouais, En plus, tu risques de complexer, donc du coup, prends du poids, mais il est à sa limite. Donc, tu peux l'emmener de manière insidieuse sur le dopage. Et ça permet aussi de se dire, on a un outil qui permet de savoir comment est-ce qu'il évolue dans sa prise de masse musculaire. Donc, je te le montrerai. Euh, alors, j'ai pas trouvé la référence scientifique de ce truc. C'était fait par un entraîneur de bodybuilder outre-Atlantique, mais j'ai pas la référence scientifique. Par contre,
pour l'avoir beaucoup expérimenté depuis 20 ans, c'est assez fiable. Enfin, c'est même très fiable. Et Ah, trop bien. je le trouve un peu plus précis que le FFMI parce que l'échelle est un petit peu plus large. Donc, Ouais, tu peux voir l'évolution un peu plus parce que passer de 14 à 16, des fois, je préférais que l'échelle soit un peu plus grande, quoi. ouais, je comprends, ouais. Je te montrerai. Voilà. Ouais, avec plaisir. Il n'y a pas eu d'autres questions pour l'instant. Donc, si Sylvain a des Il y a eu questions une, ou si d'autres personnes. il y a eu une question, je crois, de Victor Renko, je ne sais pas si tu l'as lu, sur le jeûne intermittent. Oui, oui, je l'ai vu sur le jeûne intermittent, ouais. Ah oui, ok, tant pour moi. Voilà. Il y a aussi une question de Madame Chombier, mais bon, rien à voir. Si. Euh, moi, j'ai plein de petits éléments. Déjà, bravo, mon Vince, c'est super. Euh, Merci. J'ai un peu peur là, parce qu'à chaque fois tu poses des questions auxquelles je peux pas répondre, donc là je arrête, stresse là. arrête Ouais, tes mais moi, bêtises. j'ai des Vincent, j'ai des dossiers sur Sylvain, donc s'il pose des questions, je lui sors un dossier, comme ça, il va se taire. Non, 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 au contraire, je vais te mettre en avant, mon Vince. Avant ça, qu'est-ce que tu penses de l'inflammation? Est-ce que tu as lu des choses concernant ses effets positifs ou négatifs sur l'hypertrophie? L'inflammation? Ouais, l'inflammation, ouais. Bah, Est-ce que tu parles du cell wheeling, Sylvain, ou pas? Non. Ok, ben je me tais. le, ouais, il y a des choses à dire sur l'inflammation. Lorsque vous créez une adaptation, en fait, momentanément, vous amenez un stress. Ce stress, d'un point de vue immunitaire, est perçu comme une inflammation. Donc, il y a une phase aiguë de l'inflammation qui se produit, puis ensuite, il y a une phase de résolution de l'inflammation. Pour maximiser les gains en hypertrophie et pour maximiser la récupération, vous devez avoir une belle courbe très haute et qui redescend rapidement. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir une expression d'inflammation qui soit haute. Et ça se fait notamment avec des oméga 6 et des acides aminés, et une résolution qui soit très rapide. Et ça se fait avec des oméga 3 euh, euh, que l'on trouve essentiellement dans les poissons. Il y avait une étude, enfin pas qu'une, Vincent, Ouais. où par rapport à l'inflammation, on avait fait des injections de substances, je ne pourrais pas te dire lesquelles, je ne me rappelle plus, pour reproduire un effet inflammatoire. Acide Et arachidonique. voilà, c'est ça, merci Sylvain. Et du coup, je sais plus, Ah. je crois que ça n'avait pas eu trop d'effet en termes d'hypertrophie consécutive. Ouais, mais ça va avec ce que vient de dire Vincent, en fait. Parce Ouais, que. Ouais, vas-y, vas-y. non, non, mais c'est parce que ouais, si ça n'a pas eu d'effet, c'est probablement parce que la phase de résolution n'a pas eu lieu non plus. Oui, probablement. Après, en admettant que la personne a lancé une phase inflammatoire de bonne aloi et pas simplement une immunodépression en évitant de manger après l'entraînement. On est d'accord. Ouais, Euh, tu dis-moi. sais, les interleukines 6, ils sont dans la prolifération des cellules satellites, les interleukines 4 dans leur différenciation, etc. Donc c'est pour ça Ouais, aussi que je posais ma question, parce que tu sais, pendant un moment, on avait beaucoup entendu qu'il fallait faire attention à l'alimentation pour éviter justement ces repas, entre guillemets, pro-inflammatoires, qui seraient entre ouais. guillemets néfastes pour l'hypertrophie. Perso, j'ai jamais réussi à trouver des trucs qui confirment ça. Non, 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 pour moi, ça n'a aucun sens, ça. J'avais pris un exemple lors d'une discussion avec Rudy Koya. Un marathonien qui sort d'un marathon, il aura plus de bénéfices pour sa récupération à manger du pain brioché, enfin de la brioche avec de la confiture et du beurre cacahuète, qu'à prendre un avocat avec un jus de myrtille. Parce que momentanément, en fait, le corps est dépravé en glycogène, il est dépravé en tout un tas de choses. Et si vous donnez seulement des vitamines et des minéraux, mais pas d'énergie, votre système il va rester en souffrance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps est à l'équilibre en permanence, on appelle ça l'homéostasie. Et quand vous le faites sortir de cet équilibre-là, il faut l'y ramener. Et on peut l'y ramener en se reposant, en mangeant ce qu'il faut. Donc, ça va dépendre de ce qu'on fait. Mais dans le cas de l'hypertrophie, ça veut dire manger du gras, manger du sucre et manger de la viande, quoi. Le fameux cheat meal qui marche si bien. Qu'est-ce que tu penses de, tu sais, pendant des années, on a enseigné, tu sais, la destruction des fibres comme étant un facteur de croissance. Je vais expliquer ma nuance, moi, que j'apporterais à ça. Tu sais, pendant longtemps, les trois piliers, on gardait l'attention, on gardait le stress et on y ajoutait, entre guillemets, la destruction des fibres. Alors, j'entendais par là, soit les têtes de myosine qui cassent, soit les sarcomères qui sont un petit peu déformés.
Ouais, Aujourd'hui, on a balayé ça d'un revers de main pour des études qu'on connaît tous les deux très bien, c'est-à-dire on est capable de faire de l'hypertrophie sans casser du muscle, pour faire simple. ouais. Mais en fait, l'étude, elle nous dit pas si le fait de casser du muscle, c'est une autre voie ou une autre manière de faire du muscle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un flou là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais pour le coup, j'ai pas lu assez d'articles sur ce sujet-là pour essayer de trancher sur la question. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas trop résolues encore au niveau de la recherche sur ce domaine-là. Ouais. Attends 2 secondes. Ouais. Ouais. Ça devrait être abordé par Pierre Debro de SCI Sport les 27 et 28 avril. Ah ouais, parfait. Voilà. Je dis ça, je dis rien, moi. Placement de produit. Non, mais il faut, hein. Et En puis, ça plus, peut être aussi l'occasion de l'interroger par rapport à ça pour qu'il aille voir un petit peu ce qu'il existe. ouais. Ouais, il y a tellement enfin, c'est rigolo parce que là, cette année, j'ai dû lire un truc comme 3000 articles scientifiques depuis le début de l'année. Et plus j'en lis et plus je me dis que c'est un trou sans fond, le sport, les adaptations cellulaires et tout ça. Plus on apprend, plus on en sait, moins on en sait, hein, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, alors dis-moi du coup, Sylvain, c'est une autre question. Allez, une petite dernière pour la route, parce que voilà, après on en discutera en off. Ouais. Euh, tu sais, la question qui a été posée tout à l'heure, c'était sur la récupération que j'ai trouvé intéressante. D'ailleurs, la réponse que vous avez apportée, toi et David, qui sont en partie différentes, sont hyper intéressantes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ma position actuelle, moi, c'est sur les demi-vies de PCR. Je raisonne par ça. C'est-à-dire que Ah, plus je mets de demi-vies de PCR et plus j'imagine que je vais aller chercher un peu de qualité. Donc, entre guillemets, je vais plus solliciter le côté tension ouais, dans l'hypertrophie plutôt que le côté métabolique, même si on est d'accord que dans tous les cas, il y a des résidus. ouais, ouais. Et du coup, plus je me rapproche de un cycle de demi-vie, voire en dessous, et plus je vais aller chercher ma résistance et mon endurance extrême de mouvement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais bah, ça me paraît cohérent, mais comment tu fais pour savoir que tu es en dessous de la demi-vie ou au-dessus? En fait, non, je pars du principe que la demi-vie, c'est entre 22 et 26 secondes. Ah, ok. Ouais, De la resynthèse, j'entends. Resynthèse de la phosphorylcréatine. ouais, ouais. Parce que du coup, ça donnerait du sens à tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui qu'à 2 minutes, c'est très efficace, tu sais, pour les séries Ouais, en hypertrophie. Bon, donc, on sait que ça fait en gros 4 demi-vies. ouais. Et donc, juste pendant des années, on a fait trois demi-vies sans faire exprès, en fait. On faisait 1 minute 30 sans savoir pourquoi on faisait 1 minute 30. Et finalement, c'est trois demi-vies, quoi. Ouais, mais alors, est-ce que d'un athlète à un autre, est-ce qu'il n'y a pas une variabilité sur cette demi-vie? Est-ce qu'un athlète d'endurance, il a une demi-vie plus importante ou pas par rapport à un athlète de force? Ou c'est vraiment, est-ce que c'est exactement identique? C'est un paramètre qui bouge pas, peu importe la nature de l'athlète. Moi, j'ai jamais réussi à voir de différence hein, entre mes athlètes qui avaient 23 de VMA, vrai VMA, qui faisaient les championnats du monde de 800 mètres, et puis, et puis, et puis un mec qui n'était pas capable de courir 100 mètres sans faire une apoplexie. Ils avaient à peu près la même demi-vie, tu vois. Mais par contre, tu vois, la différence entre les deux, c'était plutôt quel niveau d'engagement de tes enzymes dans ton cycle de Krebs tu demandes Ouais, pour, pour être capable de refaire cette demi-vie. Il y en a un, ça va lui demander un énorme pourcentage de l'activation de son site de Krebs, chaîne de transport d'électrons et compagnie, et l'autre, ça va lui demander très peu. Même s'ils ouais, vont mettre le même temps, parce que c'est la saturation des enzymes en fait qui fait que tu passes un temps donné. ouais. Ils vont mettre le même temps, mais par contre, il y en a un, ça va lui demander quasiment toute la fonction de son site de Krebs, et l'autre, ça va lui en demander qu'une toute petite partie. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'un powerlifter avec beaucoup de mitochondries, il récupère... non, Il ne récupérerait pas plus vite, je pense. non, il récupérerait pas plus vite, Et non. c'est juste que ça lui demanderait moins de ressources, donc il serait capable de faire, entre guillemets, autre chose à côté. Et on le voit Ouais, très bien avec les crossfitters, tu vois. Ils soulèvent ouais, du Ça, très lourd, ils vont te il est motiver moins, derrière. il est moins impacté par ses entraînements parce que du coup, il tape moins dans ses Voilà. réserves. Mm. Ouais. Ouais, effectivement, comme ça, c'est rigolo de penser ça comme ça. Alors, on a Et une du coup, question qui a été posée. Euh, alors, je vais dire que c'est Jean-Pierre Heger, parce que c'est marqué Heger, donc posé par Jean-Pierre. Est-ce que les mécanismes d'hypertrophie sont les mêmes selon l'âge
Je pose la question dans le cadre de la prévention de la sarcopénie. Bah, les mécanismes cellulaires sont les mêmes, mais simplement, il y a un truc qui change avec l'âge. Alors, c'est essentiellement, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que on absorbe un peu moins bien les protéines par le système digestif, et ensuite, on produit moins de testostérone, qui est un facteur essentiel de la prise de masse musculaire. Sauf David Donc, Florence. hein? Sauf David Florence. Sauf David Florence. Mais du coup, à l'exception de David Florence, et en dehors du fait que la mécanique cellulaire est la même, quand on est âgé, en fait, ça dépend. Quand on est âgé et qu'on est déjà on a déjà fait du sport toute sa vie, c'est beaucoup plus facile d'entretenir sa masse musculaire, ou en tout cas de ralentir la sarcopénie, donc la perte de masse musculaire. Mais si on est néophyte, là, c'est beaucoup plus compliqué de lancer le système. Mais on pourra quand même le lancer. Il On, sera on- moins. on- on peut quand même le lancer, ça prendra plus de temps. Mais j'ai pas de chiffres là-dessus, mais là où ça prenait 1 an pour prendre de la masse musculaire, pour prendre 10 kilos de masse musculaire par exemple pour un jeune de 20 ans, ça prendra peut-être 10 à une personne qui a 50 ans, peut-être moins 5 ans, quoi, un truc comme ça. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va arriver à peu près à terme de la présentation. Mhm. Le temps que les gens réfléchissent. Moi, je vais juste donner quelques infos pour le 27 et 28. Ouais, Donc là, vous avez la liste des intervenants. C'est ouvert à différents spécialistes. Donc, vous avez la liste. Il y a des gens que vous connaissez, peut-être d'autres un petit peu moins. On a des gens qui sont dans le domaine du développement athlétique, d'autres qui sont dans le domaine de l'endurance, du sport santé. On aura l'approche aussi, je sais plutôt à Vincent sur quelle thématique je t'ai demandé d'intervenir, je ne sais pas si tu te rappelles. On a des préparateurs physiques de haut niveau avec Maxime Ettenhoven, comme Aurélien. On a Fred Marcero, pas que je l'oublie. On a, on aura Monsieur Fred Aubert. Ah, on voit tout ton écran, Vincent. Fais gaffe à ce que tu fais. ah putain, pardon. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Donc, là, on est en train de finaliser le site Internet. Il devrait normalement être disponible avec le programme validé à 95% au 15 décembre, n'est-ce pas, Pierre-Hugues, qui est à côté de moi, là, donc il se fait des cheveux blancs. Et ensuite, ouverture des inscriptions de la billetterie début janvier, si possible dans la première semaine de janvier. Voilà. Donc, les petites infos que je peux vous donner par rapport à ça. Demain, vous recevrez le replay du webinaire et puis le document PDF qui reprend la présentation de Vincent. Je vois plus d'autres questions, donc voilà, il y a des remerciements, c'était très intéressant. Merci, 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 merci. Voilà. Et donc, De rien. si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir le temps de discuter de tout ça, ben, on a 2 jours, on a du temps pour discuter dans les allées, prendre le temps de vivre et de partager entre nous, et ça fait du bien de pouvoir échanger sans se prendre la tête. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup à vous, et je retiens également qu'à partir de 30 ans, on est vieux, je crois. Mais ça, Non, on le savait déjà, hein, même à partir de 25 ans, on commence déjà à vieillir. on Ah, est des si, adultes, on va dire. ouais, c'est ça. Mais on peut dire qu'on a 2 fois 25 ans, tu vois, comme ça, Double cheeseburger. on est 2 fois jeune. Merci beaucoup, mon poulet, entre parenthèses, ton ostéo. Je Mhm. pense que c'est celui qui t'a remis ton sacrum, mais je ne suis pas sûr. Si, si, c'est si. Je voudrais pas savoir quelle méthode il a utilisée pour remettre le sacrum en place. Je n'ai plus aucun amour propre, hein.
Non, bah, de toute façon, déjà que tu prends des vélos dans les fesses, donc après, quand un vélo rentre, le Ah plus là dur, c'est le là. guidon. Ouais. Voilà. Non, mais merci à toi, Vincent. Et puis, si vous avez des questions, ben, est-ce que tu veux communiquer peut-être ton compte Instagram, Vincent? Si les gens ont des questions ou veulent te suivre pour Ah, échanger avec toi, euh, tu peux en profiter. ouais, si vous voulez échanger un petit peu, si vous avez des questions, je peux toujours de temps en temps répondre. Mon compte Instagram, c'est VinElf Standard. Tu Vous peux le trouverez. mettre dans la barre de discussion si tu veux. Où est-ce qu'on met ça? Où est-ce qu'on discute? Et là, quand tu es en bas sur Zoom, tu as Ah, ta voilà. sécurité participant et ta Discussion. discussion. Tu peux Ah, mettre ton compte Insta. ah, tada. Un truc comme ça. Et nous, on va vous mettre Avec un D, ouais. Putain. monsieur PH, monsieur Pirug. Hein. Ah bon, il a un talent dit. Dans le mail que je vous enverrai, je vous mettrai les liens du groupe Facebook de l'Elite Training Symposium et aussi du groupe Instagram qu'on a créé spécifiquement pour vous donner les informations par rapport à l'événement. Et le prochain webinaire, il sera au mois de janvier. J'ai pas encore quelle est la date. Et il sera avec Monsieur Jonathan Colombet. Et on abordera un petit peu le profilage et l'entraînement pour optimiser le personnel training, qui est quelqu'un qui vient du CrossFit et qui est basé sur Saint-Étienne, qui m'a été recommandé par Monsieur Florent Payas. Eh ben, super. Voilà. Bon, moi, je dois vous laisser. Bravo encore. Merci, David, pour ce que tu fais. Merci, Vincent. T'es un magicien. Porte bien ton pseudo. Je suis déçu, il nous a pas fait les trois voix off de ces magnifiques doublages. Voilà. Non, plus tard, sur Instagram, j'en referai. Ce sera Voilà. rigolo. Voilà. En tout cas, depuis que tu as fait ça, j'ai PH qui arrête pas de t'imiter. Voilà. Oh putain, pas de muscle, ça me fait chier. Voilà, tu vois, c'est ça tous les jours. Allez, moi, je vous laisse. Belle soirée à vous, en tout cas. Merci Donc, infiniment, bisous, mon Vincent. Merci, Sylvain, à David. bientôt. Bisous, Sylvain. À bientôt. Vincent, je te remercie pour ton Salut. temps et ta disponibilité. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre Mm. dans la mesure du possible et de notre temps. Merci à Yes. tous et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Passez les bonnes fêtes de fin d'année. Bon, Vincent, je te fais un gros bisou. Bisous, David. Repose ton séant. Ok, mais moi, je vais aller manger. Donc, j'ai compris que ce soir, je peux manger beaucoup, beaucoup de protéines. Exactement. En plus, j'ai pas mangé à midi, donc je vais pouvoir taper dedans. Hein. Voilà. Allez me faire un sanglier. Ouais. Allez, prenez soin de vous. On vous embrasse et on se voit au mois de janvier pour le prochain webinaire. Ciao, mon Vincent. À très bientôt. Bisous. Salut. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci, Vincent. C'était top. Bah, de rien. Bonne soirée à toi. Repose-toi. Ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao.